Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Chaudron de l'Ermite. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Adaline Franck, je suis chamane et je propose des pratiques ancestrales pour arrêter de subir et retrouver du pouvoir sur votre vie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube sous le nom de The Hermit Witch Mama ou visiter directement mon site pour prendre rendez-vous. Ces dernières semaines, j'ai sorti quelques contenus autour d'une question qui revient souvent. Est-ce qu'on est perché quand on croit à l'invisible? Et j'avais envie d'aller plus loin ici dans cet épisode parce que, oui, la question divise, en particulier en Occident, alors que, si on se réfère aux statistiques, en réalité, c'est une croyance majoritaire. Pour autant, la spiritualité sert parfois d'échappatoire et il est facile de se perdre un peu dedans. Quand vous lisez mon site ou ma bio Instagram ou que vous m'entendez parler, vous voyez que je reviens souvent sur la lucidité, l'ancrage, le pragmatisme. Et c'est vraiment la façon dont je travaille et la façon dont je le vis. Par exemple, quand quelqu'un me contacte en me demandant si telle ou telle chose pourrait être d'origine paranormale, je commence par balayer les causes ordinaires avant d'aller chercher ailleurs. Je m'appuie sur mes connaissances, je réfléchis, je compare, je doute aussi, et je vais pas crier au loup si, en fait, la solution, le problème est ailleurs. Donc, dans cet épisode, j'avais envie de vous raconter déjà un peu d'où vient cette posture, mon parcours, et de vous donner quelques clés qui me semblent vraiment indispensables pour pratiquer sans se percher. Donc, sans plus de préambule, j'ai grandi entourée de spiritualité. Des histoires d'esprit, des rituels, tout ça, même des histoires de sorciers. J'ai été initiée par ma grand-mère paternelle, soutenue dans mes activités par ma mère et globalement ma famille, parce que pour nous, tout ça, c'est on ne peut plus normal. Et puis plus tard, à un moment donné, il s'est passé un événement particulièrement grave et j'ai décidé de tout couper. Je voulais plus en entendre parler. Et pendant des années après, j'ai été ma propre contradictrice la plus féroce. Je refusais de prêter attention aux moindres phénomènes non ordinaires que finalement, je vivais souvent au quotidien. Puis, après que j'en ai vraiment pris plein la figure tout le temps, ce qu'on appelle la maladie chamanique, j'ai accepté enfin de renouer petit à petit avec ma voix. Et pour autant, il n'était pas question de perdre ma lucidité acquise après avoir passé des années à être plus cartésienne qu'autre chose. Et donc, ce scepticisme que j'avais n'a pas disparu. Il s'est en fait transformé en ma méthode de travail, mon garde-fou si vous voulez, pour moi, mais aussi pour mes clientes. Ça veut dire que je m'impose des règles assez strictes, du genre que je balaye toujours les explications ordinaires, comme je disais, avant d'aller chercher autre chose. J'ose dire aussi que je ne sais pas ou que c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Et je marie vraiment mon pragmatisme, mes connaissances en psychologie, en sciences, tout ça, avec ce que je fais sur les plans subtils. Je ne compartimente pas tout ça dans mon travail. Ça existe dans tous les domaines de ma vie. Et du coup, je ne promets pas de miracle et je ne vais pas aller chercher une explication alambiquée, encore une fois, juste pour faire plus chamane, parce que c'est pas mon truc. Pour moi, la structure, le cadre et l'éthique ne sont pas des options dans ce que je propose et aussi dans la façon dont je vis ma spiritualité. Parce que je peux être spirituelle tout en étant rationnelle, en questionnant, en doutant. C'est pas opposé. Et c'est précisément ça qui me permet de pratiquer et d'accompagner en sécurité. Maintenant, comment, de manière pratique, on vit la spiritualité sans perdre le nord? Pour commencer, il faut tout questionner.
croiser les infos qu'on reçoit, douter en gros, et essayer de se renseigner, de comparer, de voir si ça ou ça est sourcé, pourquoi, comment. Parce que on voit beaucoup de conseils sur le fait de lâcher le mental, par exemple, pour arriver à faire ci ou ça, sauf qu'à force, on se dit que le mental est l'ennemi. Alors qu'à mon sens, c'est pas le cas. Le mental n'est pas là pour rien. C'est pas le contraire de la spiritualité. Le mental a une fonction. Tout a une fonction. Et celle-là, en l'occurrence, nous sert à analyser ce qu'on vit sur le plan subtil, à le comprendre, puis le verbaliser et l'intégrer. Puis, le fait d'étudier plusieurs techniques, plusieurs mouvements pour comparer justement permet d'actionner l'esprit critique et c'est, à mon avis, indispensable. Tester aussi, après tout ce qu'on a abordé, tout ce qu'on a étudié, ça permet de se faire notre propre idée. Et dans le même élan, lire aussi sur la science comme la physique quantique, la psycho, la sociologie, l'anthropologie aussi, pourquoi pas, permet aussi de se rendre compte de certains mécanismes et de ne pas partir, encore une fois, sur des explications un peu fumeuses. Une autre chose qui aide vraiment à pas se percher, c'est d'incarner véritablement le spirituel plutôt que de le mettre dans une boîte à part. De pas en faire finalement quelque chose qu'on sort uniquement pendant nos rituels ou des moments dédiés et finalement qu'on oublie ensuite. Ce que je veux dire par là, c'est que d'inviter le sacré dans les gestes ordinaires, comme jardiner et se lier à l'esprit de la plante, profiter de son trajet en métro pour méditer, allumer une bougie aussi sur son bureau quand on s'apprête à travailler, c'est des gestes simples, ancrés dans le corps, dans le quotidien, et c'est précisément ça qui maintient le lien, pas de façon spectaculaire, mais de façon finalement bien vivante. Parce que quand le spirituel reste quelque chose de cloisonné, d'exceptionnel, d'intense, il peut progressivement devenir une forme d'évasion. Un endroit où on va chercher quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve plus ailleurs. Et c'est là que le risque de déconnexion devient réel. Pas parce que on croit à l'invisible, mais parce que on a artificiellement séparé deux réalités qui, en fait, coexistent tout le temps. L'incarnation de la spiritualité, c'est justement ce pont. C'est ce qui fait que le spirituel nourrit notre vie au lieu de s'y substituer. Et j'ai envie d'aller encore plus loin dans cette idée. Compartimenter, ça peut aussi mener à ce qu'on appelle le burn-out spirituel. Et c'est pas juste une image. En psycho, cette compartimentation est reconnue comme un mécanisme de défense. Et à court terme, elle peut être utile. Elle permet de gérer des tensions internes sans avoir à tout traiter en même temps. Mais sur le long terme, elle a un coût. Parce que le cerveau, lui, cherche naturellement de la cohérence. Et maintenir des parties de soi dans des cases hermétiques, ça demande un effort constant et inconscient. Et ça génère une tension intérieure sourde et à un moment, clairement, ça fatigue. Et si on applique ça à la pratique spirituelle, si le spirituel est toujours vécu comme quelque chose d'intense, d'exceptionnel, de séparé du reste, le corps et le mental finissent par saturer. On en a trop fait d'un coup, sans fond sur lequel s'appuyer dans l'entre-deux, et d'un coup, on se sent déconnecté, épuisé, on n'a plus envie, et c'est souvent là, dans cet état de fatigue et de vide, qu'on devient plus vulnérable énergétiquement. Le terrain est finalement moins solide. Et ça ne veut pas dire, attention, qu'il ne faut plus dédier des moments à une pratique plus intense. Évidemment que si, c'est nécessaire. Mais ces moments-là ont besoin d'un sol sous les pieds quand même. Et ce sol, c'est le quotidien. C'est le lien dont je parlais qu'on a maintenu même dans des petits gestes, même les jours où on fait rien de spirituel en particulier. C'est ça qui fait que la pratique intensive nourrit vraiment au lieu de vider. Et en fin de compte, il existe de nombreux exercices pour s'ancrer après un rituel ou une cérémonie. Par exemple, imaginez qu'il nous pousse des racines sous la plante des pieds, ça on l'entend beaucoup. Il y a marcher dans l'herbe ou sur la terre pieds nus, enlacer un arbre, tout ça, tout ce qu'on entend un peu partout.
Et il existe aussi des tapis de mise à la terre que j'utilise d'ailleurs tous les jours, parce que je vis en ville, en appartement, j'ai pas toujours l'occasion de marcher pieds nus dans l'herbe, donc ça marche bien aussi. Mais on peut aussi pratiquer la pleine conscience dans les gestes du quotidien, comme respirer, manger, marcher, faire le ménage, en étant complètement à ce qu'on fait. Le contact régulier avec la nature aussi, par exemple en allant se balader en forêt, en montagne ou près d'un lac. Et puis, enfin, pour rester ancré, il n'y a rien de tel que de nourrir des relations avec des personnes qui ne pratiquent pas et qui ne croient pas. Ça peut paraître bizarre, mais échanger avec elles sur des choses différentes, s'efforcer de ne pas toujours parler de spiritualité, ça paraît simple et logique, peut-être même un peu évident, mais pourtant, c'est plus puissant qu'on pourrait se le dire, parce que ça nous ramène à des relations humaines ordinaires, sans le filtre du spirituel, sans la grille de lecture ésotérique, et ça ancre énormément. Écoutez leurs critiques aussi, sans se braquer, ne pas chercher à convaincre ni à entrer dans le débat, juste recevoir un regard différent sur le monde. Parce que ces regards-là, même s'ils nous challengent, ils nous rappellent qu'on habite une réalité partagée, qu'on n'est pas dans une bulle. Ce n'est pas une question de se renier ou de cacher ce qu'on est. C'est une question d'équilibre. Ces personnes-là, sans forcément le savoir, jouent un rôle dans notre ancrage. Elles nous gardent les pieds sur terre. Finalement, tout ce dont on a parlé aujourd'hui tourne autour d'une seule chose. Rester dans les deux mondes à la fois. Ne pas choisir entre le visible et l'invisible, entre le rationnel et le subtil. Les habiter tous les deux, vraiment, dans la même vie, dans les mêmes journées. C'est pas un équilibre qu'on atteint une fois pour toutes, c'est quelque chose qu'on entretient, qu'on réajuste. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'ancrage n'est pas une technique qu'on sort de temps en temps, c'est finalement une façon d'être. Et ce que j'espère vous avoir transmis aujourd'hui, c'est que pratiquer sérieusement ne demande pas de lâcher votre sens critique. Au contraire, c'est lui qui vous protège, c'est lui qui fait que votre pratique reste saine, utile et vivante. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à poser vos questions et vos vécus aussi, ça peut être intéressant. Je vous dis à bientôt et en attendant, soyez sages.